Dans 50 degrés Nord, Gani Yacoupi, Olivier Ringer et sa fille Winona. Un jour, je te prépare. Bonsoir à tous, bienvenue dans 50 degrés Nord, mademoiselles, messieurs, ravis de vous retrouver. Dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons Gani Yacoupi pour une bande dessinée qui se passe au Kosovo, mais dont le sujet principal, bien sûr, il y a le Kosovo de l'après-guerre, mais c'est surtout une étude finalement et un regard sur les journalistes et les reporters photos qui couvrent ce type d'événement. On en parlera avec lui tout à l'heure. On va à présent recevoir un artiste qui fait énormément de choses. Il s'appelle Gani Yacoupi. Il est né au Kosovo dans les années 50. Il est écrivain, journaliste, photographe, illustrateur, musicien. Il signe ses premiers scénarios pour la bande dessinée au début des années 90, puis il se tourne vers la littérature, publie des histoires courtes, le roman Jour de grâce. Il crée également une collection de livres-disques consacrés à des grands compositeurs. Puis, il va revenir à la bande dessinée, adapte son roman, justement Jour de grâce en bande dessinée. Il nous propose aujourd'hui La dernière image. Alors, La dernière image, c'est une traversée du Kosovo d'après-guerre à la fin des années 90, dont il signe à la fois le dessin et le scénario. Soraya. J'ai beaucoup pensé à la Syrie en lisant cette BD parce que c'est vrai qu'on l'évoquait tout à l'heure, c'est une grosse réflexion quand même sur la responsabilité, surtout le travail des journalistes dans des endroits où la guerre fait rage. C'est vraiment une BD qui vous fait longuement réfléchir. Ouais, c'est une BD finalement qu'il a mis aussi du temps à mettre sur le papier. C'était aux éditions Noctambule, La dernière image. Voici Gani Yacoupi. Bienvenue. Bonjour. Nous sommes à la fin des années 90. Nous sommes dans un pays qui vient de quitter l'état de guerre quelque part, mais comme dans tous les pays, les après-guerres sont toujours des moments fragiles, des moments tendus, où la vengeance n'est jamais loin. On rappelle évidemment que durant les années de guerre, les Serbes ont poursuivi et ont fait fuir, mais ont aussi assassiné des milliers d'Albanais du Kosovo. Vous étiez en Espagne à cette époque-là, vous avez vécu ça de loin, vous avez participé à des débats, vous étiez intégré finalement à la discussion autour du Kosovo, jusqu'au jour où vous êtes parti là-bas. C'était à la fin des années 90, et vous êtes parti là-bas sous le prétexte de retrouver vos parents, votre père, et un photographe vous a accompagné. Vous racontez finalement sous la forme d'un journal tout ce voyage. Au début, on se dit, mais ça va être une réflexion sur l'après-guerre au Kosovo. Ça devient une réflexion sur ce métier de journaliste de guerre. Absolument. Comment en êtes-vous passé d'un projet à un autre finalement? Ben, pour tout vous dire, il faut que j'avoue que l'idée d'entrée de faire cette BD n'était pas mienne. Elle m'a été suggérée par Emmanuel Moineau, je me vois encore aujourd'hui chez lui à Bordeaux, qui exigeait que je lui raconte ça parce que Clotilde Vu voulait une histoire de ce genre-là sur le journalisme. Et je lui racontais les anecdotes, mais pour moi, c'était des anecdotes de ma vie privée et je ne voyais pas un intérêt général, disons, pour le public. Et il était en train de tirer sur la clope et il dit « Oui, c'est une bonne histoire. » Moi, je lui faisais confiance. Moi, j'étais allé vous le voir pour un autre projet. Puis finalement, allons-y, je lui faisais confiance. Finalement, le projet, comme il mûrissait, je n'avais vraiment pas envie de faire un journal intime. Je voulais pas que ce soit un récit biographique. Je me suis rendu compte de potentiel que ça avait cet épisode, parce que je ne suis pas journaliste de profession, mais c'est dans ces années, j'ai travaillé pendant des années comme journaliste. Pour moi, le journalisme, aujourd'hui, c'est un des derniers signes de la civilisation. Ouais. Sans un bon journalisme, on ne peut pas avoir un monde civilisé. Ce qu'elle a dit sur la Syrie, d'ailleurs, ça m'a été suggéré aussi par l'un des photographes que j'interviewais, parce qu'il ressentait le même problème par rapport à l'information actuellement en Syrie. Quel problème justement? Alors, le problème, c'est on jette toujours la faute aux médias. Les médias nous informent mal ou je sais pas quoi. Les médias font ce que nous voulons acheter. Nous sommes souvent trop paresseux, nous voulons du fast-food aussi en information. Eh ben, on nous donne du fast-food.
Mais rien que voir comment dire, un réfugié, quelqu'un qui a souffert, qui a été violé, à qui on a tué la famille, et au moment où il est encore en train de vivre ça, c'est dessiné sur sa figure. Et vous vous approchez, vous violez son intimité. En même temps, c'est humainement dur. En même temps, il faut le faire. En même temps, il faut montrer absolument, ça. Et il y a toute cette notion, d'ailleurs, vous en discutez, il y a un cahier très intéressant à la fin de la bande dessinée où il y a non seulement des textes, mais aussi des interviews avec des reporters photographes, avec cette notion finalement, c'est quoi une bonne photo quand on est sur le terrain? Et alors, il y a évidemment l'histoire de Kevin Carter, on rappelle en 2 mots Kevin Carter qui est ce photographe qui a reçu en 94 le prix Pulitzer pour cette photo prise au Soudan d'un enfant qui n'avait plus la force d'aller à un point d'eau, et il y avait un vautour qui était juste derrière lui. Il a reçu le prix, il s'est suicidé. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Ça pose problème finalement de faire une bonne photo sur une situation pareille. Absolument, c'est pour ça, toute mon admiration va envers ces gens-là. Et je me pose encore, même après avoir terminé le livre, pour moi le dossier n'est pas clos, comment on peut être un bon photographe et continuer à vivre. C'est pour ça que je soulignais quelque part, notre monde sera civilisé autant qu'on aura des gens qui voudront risquer leur vie, mais risquer physiquement, mais risquer aussi leur état d'âme pour s'approcher du malheur. Je parle même pas de danger, je parle du malheur pour nous informer. À notre époque, justement, avec l'apparition des appareils numériques, le travail de journaliste, je veux dire, est un peu faussé, puisqu'il y a des gens sur place qui prennent déjà la photo, qui tournent déjà cela avant même que les journalistes n'arrivent. Des téléphones aussi, carrément, avec le GSM. Et le problème, c'est que déjà avant que ça arrive, cette possibilité-là, cette mode, dans les années 2004-2005, je parlais avec un photographe de l'agence Contact. Il se plaignait que l'arrivée du digital, déjà, ça posait un problème. Au moment où vous poussez le déclencheur, le digital est immédiat. Il disait le temps de pousser ça, cette milliseconde que vous devez passer à appuyer sur le bouton, on avait le temps de réfléchir, de calculer quelque chose, de faire quelque chose. Cette disparition-là, c'est déjà pour nous, c'est dramatique. Parce qu'une photo, c'est quelque chose d'extrêmement réfléchi, c'est réflexif aussi. Mais c'est un métier de toute une vie. Les photos de grands photographes, Cartier-Bresson, ils ne faisaient pas poser ces personnages. Et c'est des compositions qui on a parlé hier de Raymond Depardon, dont le film vient de sortir. Voilà. Mais il y a aussi derrière l'information à tout prix. Est-ce que vous avez l'impression que cette information à tout prix, finalement, fausse les choses? Vous qui avez été sur le terrain, vous qui avez vu ce qui se passait dans cette après-guerre kosovare, est-ce que vous avez l'impression que les médias, notamment les médias occidentaux, en ont parlé correctement? Est-ce qu'ils ont rendu une forme de vérité? Oui, une forme de vérité. Parce qu'à un moment donné, vous vous fritez, vous êtes fâché avec votre photographe, vous le laissez continuer à faire son boulot, parce que vous ne cautionnez pas ce qu'il fait. Absolument. Est-ce que vous avez cautionné tout ce qui a été écrit, publié, montré aussi sur cette après-guerre? Tout, non, absolument, parce qu'il y a toujours autant qu'il n'y a pas, comme une fois dans un autre livre, j'avais écrit qu'un documentaire, ça n'existe pas. Parce qu'il y a toujours une partie de subjectivité. Il y a toujours le regard de celui qui... Donc c'est la même chose par l'information. Il y a toujours une partie personnelle, donc je ne cautionne pas tout ce qui se dit, forcément. Là, on parle du journalisme, je dirais, au quotidien. Aujourd'hui, la bande dessinée a repris quelque part depuis une dizaine d'années toute une part de documentaires, de récits documentaires sur la Palestine, sur le Kosovo, sur de grands sujets et des guerres importantes. Est-ce que vous pensez que c'est une manière, peut-être un peu avec le temps un peu décalé dans le temps, mais de prendre une distance et de parler vraiment des choses, ce que parfois la presse quotidienne n'arrive plus à faire? Oui, c'est tout à fait, c'est un moyen, c'est un autre chemin, parce que justement, on n'a pas la pression de l'immédiateté qui fait qu'on préfère des fois une photo prise par un portable à celle par un grand photographe. Parce qu'un grand photographe apporte quelque chose de plus que le simple témoignage. Une photographie,
c'est une interprétation, un résumé de tout un événement. Ouais. Parce qu'une photo comme ça prise au portable, non, elle montre c'est une instantanée. Donc la BD là-dedans, ce qu'elle peut apporter, ce qu'elle apporte pour l'instant, tant que ça reste dans ce domaine-là, je crois que c'est très utile parce que c'est aussi un autre moyen d'arriver au lecteur. Il y a dans les interviews, parce que je voulais savoir, par exemple, ce photographe avec lequel j'étais allé au Kosovo, il était fautif dans sa démarche, mais le besoin est le même pour les autres, parce que comment arriver au lecteur? Et j'ai posé la question aux autres photographes. Il y a un éventail de réponses. Et la BD, c'est notre moyen aussi parce que ça peut entrer par l'interprétation personnelle, mais un témoignage vécu et qui a la magie de l'image, du graphique. Voilà, et puis c'est aussi une manière aussi, peut-être pour ceux qui vont lire cette bande dessinée, de décoder eux-mêmes les photos, les images qu'on leur sert tous les jours. Un petit mot pour dire que, bon voilà, vous n'êtes pas seulement dessinateur, scénariste, journaliste, comme je l'ai dit, mais aussi musicien. Vous avez créé en effet une collection de portraits, donc livres-disques, portraits de grandes personnalités, mais vous publiez aussi vos propres compositions. Donc voilà, c'était une manière de montrer que Connexion, c'est votre dernier album qui sort avec vos compositions Aldea, donc disponible chez